Le dîner de Pâques chez mes parents a toujours été quelque chose. Les mêmes plats, les mêmes histoires, le même jambon trop cuit, et la même tension maudite qui colle au mur comme l'odeur d'ananas au four et de carottes bouillies. Chaque année, Ben, mon frère aîné, de 3 ans et sans réussite gonflée, glisse sur son siège en tête de table comme s'il l'avait mérité, comme si c'était un trône. Comme s'il n'avait pas obtenu cette place simplement parce que papa y découpait toujours la dinde. Et Ben était toujours assis à côté de lui, s'imprégnant d'approbation comme si c'était le soleil et lui, la plante de la famille. Cette année n'a pas été différente. Sauf que j'étais de retour en ville après avoir conclu le genre d'accord qui fait que les gens recherchent votre nom sur Google. Discrètement, bien sûr. Pas d'interview, pas de photos de presse, juste quelques lignes sur LinkedIn et un email à toute l'entreprise envoyé à 16 h un vendredi. C'est comme ça que j'aime ça. C'est comme ça que je fonctionne, sous le radar, au-dessus des résultats. Mais Ben fonctionne comme un corps de brume dans une bibliothèque, fort, persistant, et absolument convaincu que le monde a besoin d'entendre chaque mot qu'il dit. Nous étions donc là, les pommes de terre en purée étaient passées, papa avait déjà de scotch dans le nez, et Ben lançait sa dernière diatribe sur le régime alimentaire expliquant comment l'industrie de la technologie n'est pas pour les faibles. Quelque chose sur la culture du « hustle », les livrables tendus, et des bêtises sur l'intelligence émotionnelle surévaluée. Je n'écoutais même pas au début, j'étais plus concentré sur le fait d'essayer de couper le blanc de dinde sec sans qu'il ne se transforme en sciure de bois. Mais ensuite, il l'a dit. Pas tout le monde, a-t-il dit, se penchant en arrière comme un roi à la cour, ne peut pas gérer une vraie carrière dans la technologie. Il a regardé autour de la table comme s'il s'attendait à des applaudissements, ou au moins à un signe de tête de papa. Et bien sûr, papa l'a fait, ce grognement silencieux d'accord qu'il utilise seulement quand Ben parle. Le genre de son qui voulait dire, c'est mon garçon, il vise toujours haut. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste pris une lente gorgée de vin rouge pendant que mon cerveau archivait cela. J'ai vu grand-mère Jean me regarder. Elle n'a encore rien dit, mais ses yeux se sont plissés, et c'est toujours le coup de semonce avec elle. Puis est venue la prochaine série de vantardises. Ben a raconté comment il avait dû licencier un tiers de son équipe le mois dernier. Il l'a dit avec une étrange fierté, comme si licencier des gens faisait de lui une sorte de leader badass. Il a appelé cela « ajustement des effectifs ». Je l'ai appelé « eh bien », il a ri. Il a dit que je ne comprendrais probablement pas puisque je n'étais pas vraiment dans le feu de l'action. J'ai vu maman bouger sur son siège, essayant de désamorcer les choses avant qu'elle ne se transforme en l'un de ces chants de mine passivement agressifs qui duraient tout le week-end. Elle lui a demandé comment allait l'entreprise, et il a commencé à lancer des chiffres, projections de revenus, perte du T1, pression des investisseurs. Tout cela avait l'air impressionnant à moins de savoir ce que cela signifiait, ce que je faisais. Je suis resté silencieux, non pas parce que j'avais peur de parler, mais parce que je voulais voir jusqu'où il irait creuser sa propre tombe avant que quelqu'un ne lui tende une lampe torche. Cette personne s'est avérée être grand-mère. Maintenant, pour le contexte, grand-mère Jean a plus de 90 ans, mais elle est toujours assez lucide pour faire ses propres impôts, retire un poulet entier et détruire les égos comme si elle jouait au jeu de la taupe. Elle a toujours joué la longue partie dans cette famille, la matriarche, l'observatrice, celle qui se souvient de tout et n'oublie rien. Elle a attendu le moment où Ben a repris son souffle entre stratégie pivot du T4 et gestion ascendante de la chaîne de commandement. Puis elle s'est tournée vers moi, toute innocence, et le beurre ne fondrait pas dans la douceur de sa bouche, et a posé la question qui allait renverser toute la dynamique de la table sur sa petite tête suffisante. Est-ce pour ça que votre entreprise vient de racheter la sienne? Ethan, je le jure sur Dieu, vous auriez pu entendre une épingle tomber. Pas seulement une épingle, une particule de poussière, un souffle, un battement de cœur. Ben s'est figé. Fourchette à mi-chemin de sa bouche. Papa a cessé de mâcher à mi-morsure, ce qui arrive presque jamais à moins que quelqu'un ne meure ou que le courant ne tombe. Maman a regardé son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Et moi? J'ai juste continué à mâcher mon petit pain comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas simplement allumé une allumette dans une pièce pleine de propane. Ben a cligné des yeux. Une fois. 2 fois. Puis il a ricané, un peu trop fort, un peu trop faux. Ce n'était pas comme ça, a-t-il dit, sa voix montant d'une demi-note plus haut que d'habitude. C'était une fusion, un alignement stratégique d'intérêts mutuels. Grand-mère a levé un sourcil. MHM, a-t-elle dit, comme seules les grand-mères peuvent le faire lorsqu'elles savent que vous êtes plein de mensonges mais qu'elles veulent vous voir vous débattre un peu plus longtemps.
Je n'ai rien dit. Pas encore. Parce que lorsque la vérité est chargée et prête, vous ne gaspillez pas le premier tir. Vous visez l'impact. Ce que Ben ne savait pas, et ce que personne à cette table sauf moi et grand-mère ne savait, c'est que j'avais passé les 8 derniers mois à regarder l'entreprise de Ben sombrer depuis une place de choix. Et lorsque le moment est venu, lorsque le conseil d'administration était désespéré, lorsque les licenciements ont eu lieu, lorsque le moral était au plus bas, j'ai fait mon mouvement. Propre, légal, efficace, et maintenant son nom était sur l'organigramme sous le mien. Je ne l'ai pas fait par vengeance, mais bordel, ça avait le goût de la vengeance. Nous étions donc là, le dîner de Pâques. Mon frère, le visage rouge, mes parents, stupéfaits, et ma grand-mère souriant comme un chat qui vient de faire tomber un vase de la table et vous a osé de le réprimander pour ça. Il n'y a pas eu de deuxième acte à ce moment. Juste le silence. Un silence pur, inconfortable, magnifique. Parce que parfois, la chose la plus forte dans une pièce est la vérité que personne n'a vu venir. Et en tendant la main vers la sauce, j'ai su que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que la première fissure dans le petit miroir parfait que mon frère avait construit autour de lui. Et j'allais le laisser se briser, morceau par morceau, avec le sourire le plus doux du monde sur mon visage. Tout comme grand-mère me l'avait appris. Avez-vous déjà remarqué que certaines familles ne se donnent même pas la peine de cacher leurs favoris? La nôtre n'était pas subtile à ce sujet. Ben était l'enfant d'or dès qu'il est sorti avec une tête pleine de cheveux et un petit cri suffisant, comme s'il savait déjà qu'il posséderait l'endroit. Je suis arrivé 3 ans plus tard, plus silencieux, plus mou, et, à en juger par les apparences, plus une pensée après coup qu'un plan. Ma mère a toujours dit que j'étais son cadeau surprise. Mais si vous regardiez comment les choses se sont déroulées au fil des ans, j'avais l'impression d'être plus le lot de consolation pour des parents déjà trop fatigués pour accorder toute leur attention à un deuxième enfant. Ben a reçu les acclamations, j'ai reçu les listes de contrôle. En grandissant, il a eu le meilleur de tout avant même que j'ai eu la chance de savoir que c'était quelque chose que je voulais. Premier vélo, rouge vif, choisi dans le magasin le plus chic de la ville. Au moment où j'étais assez grand pour rouler, j'ai eu le sien, peint en bleu, les roues déjà tordues. Première voiture, une Civic d'occasion mais impeccable avec une chaîne stéréo assez puissante pour énerver les voisins. La mienne, la vieille Taurus de maman qui sentait les pieds et le désespoir. Lorsqu'ils faisaient des erreurs, ils appelaient ça de l'ambition. Quand je faisais quelque chose de bien, c'était soit de la chance, soit du bruit de fond. Je n'étais pas en colère. Pas à ce moment-là. La colère exige de la chaleur. Et à l'époque, tout ce que j'avais était une résolution froide, une lente combustion, une sorte d'inventaire silencieux que j'ai commencé à tenir au fond de mon esprit. Ben était bruyant, charmant, toujours sous les feux de la rampe, cours du bal définissant, soccer universitaire, liste du doyen. Chaque putain de photo de famille le mettait au premier plan, la poitrine bombée comme s'il avait inventé la confiance. J'étais toujours quelque part près du bord du cadre, généralement en train de cligner des yeux ou en train de tenir le veston de quelqu'un d'autre. Les gens parlaient de Ben comme s'il était destiné à quelque chose, peut-être la politique, peut-être les affaires, quelque chose de brillant et d'important. Moi? J'étais le silencieux, l'intelligent, celui qui aimait les ordinateurs, ce qui, dans les années 90, signifiait essentiellement « on ne sait pas ce qu'il fait, mais au moins il ne se drogue pas ». Lorsque l'université est arrivée, il n'y a même pas eu de discussion. Ben est entré au MIT, décision anticipée, plein d'assurance et de prêts étudiants. Toute la famille a organisé un barbecue comme s'il venait d'être enrôlé par la NASA. Je suis allé au collège communautaire de Troisville et je n'ai même pas eu de carte. Je ne m'en suis pas soucié, pas vraiment. J'ai su très tôt que je ne gagnerais jamais en jouant à son jeu, et essayer de surpasser Ben à son propre défilé ne ferait que me faire écraser. J'ai donc commencé à jouer à un jeu différent, un jeu avec des échéances plus longues, un jeu avec moins d'applaudissements mais des enjeux plus élevés. Puis j'ai fait des études supérieures dans quelque chose qui sonnait impressionnant, informatique avec une mineure en commerce, et j'ai passé mes étés à faire des stages dans des entreprises dont vous reconnaîtrez les noms. Pendant ce temps, j'ai travaillé à mon compte sous un faux nom d'entreprise parce que les clients ne me prendraient pas au sérieux autrement. J'ai créé des sites web, réparé des réseaux brisés et appris à coder comme si mon avenir en dépendait. Parce que, franchement, c'était le cas. Je me souviens encore de l'été après sa 3e année, lorsque je l'ai appelé pour lui demander de l'aide sur un problème sur lequel j'étais bloqué. J'ai pensé que, de frère à frère, il pourrait me donner un coup de pouce. Il a ri, pas un petit rire,
Un rire à plein régime comme si je lui avais demandé de nettoyer mes toilettes ou de faire mes impôts, il m'a dit de chercher sur Google comme nous autres. Je n'ai jamais oublié ça. Non pas parce que ça a fait mal, ce qui était le cas, mais parce que ça m'a dit exactement quel genre de personne il était sous tout ce vernis. Et ça m'a dit que je ne lui demanderai plus jamais rien. Après ça, je suis devenu sérieux. J'ai abandonné le collège communautaire, non pas parce que je n'y arrivais pas, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin du diplôme pour construire ce que je construisais. J'ai appris le reste. J'ai appris en faisant des erreurs, en reconstruisant à partir de zéro plus de fois que je ne peux le compter. J'ai appris à coder dans 3 langues, j'ai lancé de petits outils et des applications, j'ai retourné quelques petits projets, et j'ai finalement créé une entreprise dont personne n'avait entendu parler, mais qui gagnait de l'argent réel. Pendant que Ben grimpait les échelons de l'entreprise, calculant soigneusement comment impressionner le prochain gestionnaire de la chaîne hiérarchique, je construisais tranquillement la mienne. Au fil des ans, nous avons dérivé comme 2 navires dans des courants différents. Il apparaissait aux événements familiaux en costume hors de prix, citant le dernier produit de son entreprise, se vantant de ses primes et de ses conférences. J'arrivais en jean, généralement en retard, je disais le moins possible et je partais tôt. Personne ne savait ce que je faisais, et j'aimais ça comme ça. Il supposait que je faisais juste du surplace, peut-être du travail indépendant, peut-être que je vivais dans un sous-sol. Laissez-les faire. Je n'avais pas besoin de leur approbation, j'avais besoin de temps. Et le temps, heureusement, était quelque chose que j'avais appris à investir mieux qu'eux. Alors, lorsque l'entreprise de Ben a commencé à spiraler, je l'ai vu avant lui. J'ai suivi les tendances, les licenciements, les mauvaises embauches, la structure gonflée. J'ai vu leur taux de combustion dépasser leur croissance. Et lorsque le conseil d'administration a commencé à faire du bruit au sujet de la restructuration, j'ai passé quelques coups de fil. À ce moment-là, ma société disposait de ressources, d'un effet de levier, surtout, d'aucun bagage émotionnel. Je n'ai pas ciblé Ben, j'ai ciblé l'inefficacité, les opportunités, la mauvaise gestion. Le fait qu'il soit arrivé dans le cadre du package, c'était juste une petite blague cosmique que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. La veille du dîner de Pâques, j'étais assis seul dans mon bureau, tenant le contrat d'acquisition signé dans mes mains. L'encre était à peine sèche. Je l'avais déjà lu une 12aine de fois, mais cela me semblait toujours irréel. Ce document qui plaçait essentiellement la carrière de mon frère aîné, son ego, tout son récit, sous mon nom. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas une victoire. C'était autre chose, quelque chose de plus silencieux, comme si on grattait enfin une démangeaison que l'on avait depuis 30 ans. Pas satisfaisant, exactement, mais nécessaire. J'aurais pu le dire à mes parents à ce moment-là, j'aurais pu appeler Ben, lui donner le temps de sauver la face. Mais je ne l'ai pas fait, car certaines vérités ne sont pas faites pour être épargnées. Certaines vérités méritent une révélation lente. Surtout lorsque toute la famille regarde. Et surtout lorsque la seule personne qui n'a jamais douté de vous, votre grand-mère nonagénaire, avec des yeux plus perçants que ceux de tous les investisseurs, c'est exactement ce que vous avez fait avant même que vous ayez dit un mot. Vous pouviez sentir la température de la pièce baisser comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un congélateur et oublié de la refermer. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Le silence n'était pas paisible. Il avait une forme, comme une épaisse fumée qui tourbillonnait entre chaque mot qui venait d'être prononcé, enveloppant chaque couvert, chaque fourchette et serviette, et chaque œuf mimosa intact sur cette longue table en chêne. Mon frère, Ben, était assis là, la mâchoire légèrement ouverte, clignant des yeux comme si quelqu'un venait de le frapper avec un pistolet paralysant entre les yeux. Et, pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, il n'avait absolument rien à dire. Grand-mère venait de le brûler devant tout le monde, et c'était le genre de choses dont on ne peut pas se remettre avec une blague rapide ou un sourire narquois. Vous ne pouvez pas vous moquer de votre petit frère qui possède l'entreprise dont vous venez d'être viré. Même Ben, roi du haussement d'épaules assuré et du jargon d'entreprise, ne pouvait pas polir cette crotte. J'ai pris une lente gorgée de mon vin, juste assez pour le laisser traîner, juste assez pour lui donner le temps de s'enfoncer davantage, car je savais que c'est exactement ce qu'il allait faire. Maman, Dieu bénisse son optimisme éternel, s'est interposée, ce que fait une personne lorsqu'elle voit un accident de voiture sur le point de se produire mais croit toujours pouvoir l'arrêter avec une voix douce et une main bien placée sur l'épaule. Elle a dit quelque chose sur le fait que les entreprises fusionnent tout le temps de nos jours, sur le fait que ce n'est qu'une affaire, sur le fait que nous ne devrions peut-être pas parler affaires pendant le dîner.
Sa voix était douce, mais ses yeux suppliaient, allant et venant entre nous comme si elle pouvait faire de ce moment entier quelque chose de moins humiliant pour son aîné. Papa n'a pas dit un putain de mot, ce qui n'était pas exactement surprenant. Il n'a jamais été très expressif sur le plan émotionnel à moins que cela ne concerne l'équipe de football qui perd ou une erreur au travail. Il a juste continué à mâcher son jambon trop cuit comme si c'était du caoutchouc et qu'il essayait de l'user avec la pure force de sa mâchoire. Mais je pouvais le voir dans ses épaules, la façon dont elles se sont tendues, la façon dont sa fourchette était serrée un peu trop fort. Il écoutait, et il n'était pas content. Ben a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle se soit brisée lorsqu'il l'a utilisée. Ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il dit, essayant de rassembler une version de son arrogance habituelle. Ce n'est pas comme si je travaillais pour lui maintenant. C'est une fusion. Deux entreprises égales qui unissent leurs forces. Mouvement stratégique standard. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste coupé mes pommes de terre, froides à ce moment-là, réduites en purée en une forme qui ressemblait vaguement à une insulte passivement agressive sous forme de nourriture, et je les laissé continuer. Nous sommes en train de consolider le leadership, a-t-il poursuivi, essayant de parler comme un communiqué de presse. Il y a une période de transition. Rien ne change du jour au lendemain. C'était drôle de le voir se mentir à lui-même en temps réel. Comme si, peut-être, s'il le disait assez fort, cela deviendrait vrai, et le navire qui coulait qu'il avait dirigé serait soudainement de retour sur la bonne voie simplement parce qu'il refusait d'admettre qu'il avait heurté un iceberg. Puis il s'est tourné vers moi comme s'il venait de se souvenir que j'étais dans la pièce. D'ailleurs, a-t-il dit, en penchant la tête de cette façon qui lui avait toujours permis de se sortir des ennuis, tu ne comprendrais pas vraiment. Tu es plus une travailleuse indépendante, n'est-ce pas? Cela a traîné, ce petit mot, travailleuse indépendante, comme si c'était une maladie ou une mauvaise habitude dont je n'avais pas pu me débarrasser. Il l'a dit doucement, mais avec cette acuité qu'il réservait toujours pour lorsqu'il voulait me couper devant les autres sans avoir l'air d'être celui qui avait commencé la dispute. Et c'est à ce moment-là que je l'ai dit. Oui, je lui ai dit. Ma voix, égale, calme, chirurgicale, le genre de personne qui a signé votre lettre de licenciement la semaine dernière. Je n'avais même pas l'impression de donner un coup de poing. J'avais l'impression d'actionner un interrupteur. Une seconde, la pièce était tendue. La suivante, j'étais juste en train de lui présenter un miroir et de le laisser voir ce que nous autres savions depuis des années. Il a cligné des yeux de nouveau, il m'a regardé comme si je parlais une autre langue, comme si les règles de toute notre vie venaient d'être réécrites pendant qu'il ne regardait pas. Et, d'une certaine manière, elles l'avaient été, parce que, pour la première fois de ma vie, je ne le laissais pas me parler par-dessus. Je n'esquivais pas ses coups ni ne faisais semblant de ne pas m'en soucier. Je mettais tout à nu, clair et simple. Pas besoin de feu d'artifice. C'est à ce moment-là que papa s'est levé. Il n'a rien dit, il s'est juste levé lentement, poussant silencieusement sa chaise en arrière comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait, et il est sorti de la pièce. Pas de sortie dramatique, pas de regard furieux, juste le silence et des pas. Et c'était d'une certaine manière pire, parce que s'il avait crié, s'il avait hurlé, ça aurait été familier, attendu. Mais ce silence semblait définitif, comme la partie d'une histoire où quelqu'un ferme une porte et vous savez qu'elle ne va plus s'ouvrir. Ben est resté assis là, le regardant, la bouche qui se contractait comme s'il voulait s'expliquer mais ne trouvait pas les mots. Maman a tendu la main vers lui, mais il s'est retiré, les yeux toujours rivés sur le couloir où papa avait disparu. Grand-mère est juste retournée à ses carottes, mâchant lentement, méthodiquement, comme si elle avait tout vu auparavant et n'était surprise de rien. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas réjoui. Je n'avais pas besoin de le faire, car certaines victoires ne sont pas bruyantes. Elles n'arrivent pas avec des acclamations ou des applaudissements. Elles arrivent avec le silence, celui qui s'installe dans votre poitrine et rend la respiration difficile, non pas à cause de la tristesse, mais à cause du poids de la vérité qui finit par prendre place. Et en regardant autour de la table les gens qui me voyaient autrefois comme l'ombre de l'homme assis en face de moi, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre jusqu'à ce moment précis, je n'avais plus rien à prouver. Ni à lui, ni à papa, ni à aucun d'eux. J'avais déjà gagné. Cela n'a pas commencé par un plan directeur ou une vendetta que j'avais porté comme une arme chargée pendant les 20 dernières années. Non, cela a commencé, comme la plupart des choses importantes de ma vie, dans le silence et l'observation. Mon entreprise, sobre et concentrée, avait connu une croissance constante au cours des 5 dernières années. Pas d'investisseurs qui nous respiraient dans le cou, pas d'équipe de direction surdimensionnée,
juste une poignée de personnes qui savaient ce qu'elles faisaient et qui se souciaient vraiment de savoir si cela fonctionnait. Nous n'étions pas extravagants. Nous n'étions pas dans TechCrunch ni ne portions de veste Patagonia à chaque conférence. Nous avons simplement construit des choses qui fonctionnaient et qui gagnaient de l'argent, mois après mois, sans avoir besoin de l'approbation de personne. L'entreprise de Ben, par contre, était du genre à obtenir des articles de presse pour annoncer des choses qu'elle n'avait pas encore construites, à organiser des fêtes de lancement pour des produits encore en version bêta, à hémorragier des talents tandis que la haute direction organisait des retraites de yoga et publiait de vagues déclarations sur LinkedIn au sujet de la résilience. Je les regardais tomber en morceaux à distance depuis près d'un an, non pas parce que je leur en voulais, mais parce que je m'efforce de remarquer les inefficacités. Et l'entreprise de Ben, bien qu'elle ait déjà été une chérie, était devenue une étude de cas sur la façon de ruiner quelque chose de bon par l'arrogance et les dépenses excessives. Lorsque j'ai entendu pour la première fois le murmure qu'il pourrait chercher à s'associer à un partenaire, c'est un ami qui l'a mentionné au détour d'un café, comme on pourrait parler de la météo. Tu sais qu'ils perdent des talents, a-t-il dit en tapotant le côté de sa tasse. Je ne serais pas surpris s'ils commençaient à faire leurs emplettes. J'ai souri et j'ai hoché la tête, mais mon cerveau avait déjà commencé à calculer des chiffres, à tirer des fils, à élaborer une carte de la façon dont il le fait toujours lorsque je sens le sang dans l'eau. Je n'ai pas bondi, cependant. J'ai attendu, car le timing est tout, surtout dans ce métier. 3 mois plus tard, j'ai reçu l'email. Un contact d'une société de capital risque commune a pris contact avec moi pour me sonder. Discussion informelle, a-t-il appelé cela, sur les synergies potentielles. Traduction, ils sont désespérés, et vous avez l'air stable. J'ai joué la carte de la cool attitude, même si je savais déjà ce que je voulais. Je n'étais pas intéressé à les renflouer, mais j'étais intéressé par ce qu'ils avaient, des talents d'ingénierie, quelques brevets clés, une base de clients qui chevauchait la nôtre de toutes les bonnes manières. Je leur ai dit que nous pouvions parler, mais ce serait à mes conditions. Et discrètement, pas de fuite, pas de battage médiatique, juste des chiffres et une structure. Les négociations n'ont pas été rapides. Elles ne le sont jamais lorsqu'on a affaire à des égos de la taille de petites planètes. Mais ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que personne n'a mentionné Ben, pas une seule fois. Il n'était pas dans le deck. Il n'était pas en réunion. Il n'était même pas en arrière-plan, ce qui m'a tout dit sur sa position. Ils l'avaient déjà rayé, l'avaient mis dans un coin, et maintenant ils essayaient de nettoyer le gâchis sans prononcer le mot « échec » à haute voix. Je n'y croyais presque pas jusqu'à ce que l'organigramme arrive. J'étais dans mon bureau tard un jeudi soir, le genre de nuit où l'air est épais de dynamisme, où les décisions ressemblent à des objets physiques que l'on peut tenir dans sa main. Le document est arrivé dans un dossier protégé par mot de passe avec un objet générique, juste un autre morceau de papier dans une pile de nombreux autres. Mais lorsque je l'ai ouvert, le voilà, son nom, Ben Keller, directeur du développement de produits, relevant directement de moi. J'ai longtemps regardé cette case, sans sourire, sans me réjouir, juste immobile. C'était surréaliste. Je n'avais pas vu son nom dans un contexte où j'avais autorité sur lui depuis que nous étions enfants, à l'époque où je gérais les feuilles de score de nos matchs de basketball dans la cour arrière parce que je n'avais pas le droit de jouer à moins de tenir à jour les points. Maintenant, je tenais à nouveau le score. Seulement cette fois, le jeu n'était pas simulé, et les points étaient très, très réels. Je n'ai rien dit à personne. Ni à ma petite amie, ni à mon cofondateur, ni même à grand-mère. Je l'ai laissé reposer dans ma poitrine comme une pierre tombée dans un lac, les ondulations se répandant tranquillement vers l'extérieur. Je ne voulais pas me réjouir. Se réjouir implique que vous aviez besoin du vent pour vous valider. Et à ce moment-là, je n'en avais pas besoin. Je voulais juste que les papiers passent, que la transition soit propre, et que l'affaire soit conclue avant que personne ne dise quelque chose qu'il ne pourrait pas reprendre. Je n'étais pas préparé à Pâques. J'aurais dû l'être. J'aurais dû le voir venir au moment où grand-mère m'a demandé sur quoi je travaillais dernièrement et je lui ai donné une réponse vague sur les acquisitions. Elle a vu à travers immédiatement, bien sûr, elle le fait toujours, mais je ne pensais pas qu'elle lâcherait la bombe au dîner. Je pensais qu'elle me tirerait peut-être de côté dans la cuisine, me lancerait un regard entendu, peut-être un sarcastique, alors, je suppose que tu es le patron maintenant. Mais non, elle l'a dit à haute voix. Elle l'a dit avec ce calme acéré comme un rasoir qui a fait geler toute la pièce comme une image fixe d'un drame familial avec un éclairage terrible et des secrets encore pires. Et puis, après la tension, après le silence, après que Ben ait essayé de le faire tourner et que je l'ai réduit au silence avec une seule phrase, il a attendu que le dessert soit débarrassé pour me coincer,
m'a tiré de côté avec une main sur mon bras juste assez ferme pour faire valoir un point, et m'a conduit sur le pont arrière comme si nous allions avoir une conversation à cœur ouvert au lieu d'une confrontation. Qu'est-ce que c'était que ça? Il siffla. Sa voix était aiguë, basse, et pleine de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, mais sacrément proche de la panique. Tu n'aurais pas pu simplement laisser tomber. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je l'ai vu pour la première fois. Il n'était pas en colère parce que je l'avais battu. Il avait peur parce que je ne jouais plus le jeu. J'avais réécrit les règles, et il ne savait même pas à quelle page nous en étions. Et le pire? Il pensait encore que c'était récupérable. Il pensait encore pouvoir s'en sortir en parlant. Il n'avait toujours pas compris que c'était déjà fait, définitif, signé, classé. Alors je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la cour où nous avions l'habitude de jouer à la balle, où il avait l'habitude de lancer trop fort exprès, où j'avais l'habitude de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Et j'ai laissé le silence parler. La véranda arrière grinçait sous nos pieds, comme le vieux bois le fait lorsqu'il essaie de vous avertir que ce qui va arriver ne peut pas être repris. L'air nocturne avait ce genre de froid cassant que l'on ne trouve qu'au début du printemps, comme si l'hiver n'avait pas complètement lâché prise, et nous non plus. Ben faisait les 100 pas à grands pas serrés, chaque mouvement comme une étincelle d'un fil trop usé. Ses mains étaient serrées en poing, même s'il n'allait pas en lancer un. Pas vraiment. Pas encore. Son visage avait perdu ce calme, cette suffisance qu'il portait comme un insigne d'honneur. Et maintenant, il était brut, rouge, la mâchoire serrée, comme s'il mâchait du verre mais ne pouvait pas le recracher. « Tu as planifié ça » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Pas même une véritable accusation, plutôt un geste désespéré vers une version des événements qui le rendait moins pathétique. Tu as machiné toute cette foutue chose. Tu étais assis là à attendre que je tombe, juste pour pouvoir fondre sur moi et jouer le héros ou le méchant. Bon Dieu, je ne sais même plus lequel tu penses être. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis simplement appuyé contre la balustrade et j'ai regardé la cour arrière, le même carré d'herbe où nous avions l'habitude de nous poursuivre jusqu'à ce que quelqu'un pleure. Généralement moi. Généralement à cause de lui qui poussait un peu trop fort et appelait ça une blague. Le même morceau de terre où nous avions enterré une capsule temporelle une fois, convaincus que nos futurs mois seraient des légendes maintenant. Ben s'est approché, la voix montant, les doigts se contractant comme s'il ne savait pas quoi faire avec la colère qui faisait rage en lui. Tu m'as toujours détesté pour être meilleur, a-t-il dit, les yeux flamboyants. Plus intelligent, plus rapide, plus motivé. Tu n'as jamais eu le courage de jouer à mon niveau, alors tu as attendu que je glisse et tu m'as frappé pendant que j'étais à terre. Vraiment noble, Ethan. C'est alors que je me suis retourné, lentement, calmement, et j'ai croisé son regard avec quelque chose qu'il n'avait pas vu de moi depuis longtemps, très longtemps, la clarté. Pas de rage, pas de douleur, pas même de fierté ou juste l'immobilité de quelqu'un qui n'avait plus besoin de son approbation. Tu ne m'as jamais surpassé, ai-je dit, sans élever la voix, sans précipiter mes paroles. Tu as juste parlé plus fort. Cela a touché, non pas comme un coup de poing, mais comme une vérité si simple qu'on ne pouvait pas la contester. Ben a sursauté, à peine, et c'est alors que j'ai vu le changement. Ses yeux se sont rétrécis, son corps s'est enroulé, et d'un mouvement fluide et réflexe, il a fait un pas en avant et a attrapé une poignée de ma chemise. Les vieilles habitudes ont la vie dure, n'est-ce pas? C'était de l'instinct, pur, stupide et plein d'histoire. Il avait fait ce même mouvement des centaines de fois quand nous étions enfants, sur le terrain, dans le couloir, dans le garage quand je touchais ses affaires. L'acte alpha, le gonflement de la poitrine qui lui avait toujours obtenu ce qu'il voulait parce que personne ne l'avait jamais contredit. Pas les professeurs, pas nos parents, certainement pas moi jusqu'à maintenant. Mais je n'ai pas sursauté cette fois. Je suis resté là, immobile comme une pierre, le laissant sentir la différence, le laissant enregistrer que l'homme qui l'attrapait n'était pas l'enfant qui avait l'habitude de rétrécir dans son ombre. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas levé la main. Je n'avais pas besoin de le faire. Nous ne sommes plus des enfants, Ben, ai-je dit doucement, ma voix un scalpel. Et je ne travaille pas pour toi. Pendant une seconde, il est resté là, les jointures blanches, le visage à quelques centimètres du mien. Puis il a lâché prise lentement, les doigts tremblants comme s'il voulait frapper quelque chose mais savait que ça n'aiderait pas. Il a reculé d'un pas et arrive son amer et creux qui s'est brisé sous le poids de tout ce qu'il ne voulait pas admettre. Tu penses que ça fait de toi le meilleur homme, a-t-il demandé, la voix tremblante.
Tu penses qu'acheter ma compagnie te donne de la valeur maintenant? Je n'ai jamais eu besoin d'acheter ta compagnie pour avoir de la valeur, ai-je dit, me retournant vers la cour. Mais apparemment, j'ai dû l'acheter pour te le prouver. Derrière nous, à travers la fenêtre de la cuisine, la lumière était allumée. Grand-mère était là, une main posée sur le comptoir, l'autre remuant quelque chose qu'elle n'avait probablement même pas prévu de servir. Mais ses yeux étaient fixés sur nous, aussi perçants que jamais, regardant comme le juge final dans une salle d'audience que nous n'avions pas réalisé avoir intégrée. Elle a souri. Pas un large sourire, pas un sourire victorieux, juste la plus faible courbe au coin de sa bouche. Le genre de sourire que les gens portent lorsqu'ils voient une tempête enfin se calmer, ou lorsqu'une vérité attendue depuis longtemps s'échappe enfin et respire. Ben ne l'a pas vu. Ou peut-être qu'il l'a vu, mais il ne pouvait pas faire face à ce que son sourire signifiait. Il a reculé d'un pas, a secoué la tête et a marmonné, « Tu n'es pas celui que je croyais. » Je n'ai pas répondu, car qu'y avait-il à dire? Il avait raison. Je ne l'étais pas. Mais la vérité qu'il n'avait jamais vue, et qu'il ne pouvait peut-être toujours pas voir, était que je n'avais jamais voulu être celui qu'il croyait que j'étais. J'avais passé trop d'années à prétendre que le silence signifiait la faiblesse, que l'humilité signifiait la soumission, que le succès n'était pas réel à moins que quelqu'un d'autre ne le confirme. Mais maintenant, debout là sur la véranda arrière avec ses doigts encore chauds d'avoir essayé de me ramener dans cette vieille dynamique, je le savais mieux. J'avais déjà laissé cette version de moi-même derrière moi. Et peut-être, juste peut-être, c'est pourquoi il était vraiment en colère. Parce que, pour la première fois de sa vie, il ne pouvait pas m'atteindre, ne pouvait pas me secouer, ne pouvait pas gagner. Et je n'avais pas besoin de dire un seul mot de plus pour le faire comprendre. La maison s'était en grande partie calmée ensuite, de la manière dont elle le fait toujours après une tempête. Pas calme, exactement, mais silencieuse d'une manière tendue et chargée. Comme si les murs étaient encore en train de traiter ce qu'ils avaient entendu et ne savaient pas tout à fait comment tout retenir. La vaisselle avait été empilée dans l'évier, la table débarrassée sans cérémonie, et le reste de la famille s'était dispersé dans des coins séparés de la maison, comme des survivants s'éloignant d'un naufrage. Maman était à l'étage en train de plier du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. Ben était enfermé dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, faisant semblant de vérifier ses emails. Papa avait disparu quelque part dans le garage, où il avait tendance à se retirer lorsque les choses se fissuraient juste assez pour montrer des sentiments qu'il ne voulait pas nommer. Et moi? Je me suis retrouvé seul dans la cuisine, avec la lumière tamisée projetant de longues ombres sur le sol en linoléum, essayant de me souvenir comment une fête avait réussi à se transformer en champ de bataille. C'est alors que grand-mère est entrée. Elle n'a rien dit au début, elle est juste entrée comme elle le faisait toujours lentement mais sûrement, les pantoufles frottant le carrelage, la chemise de nuit bruissant doucement, les yeux clairs et concentrés malgré l'heure. Elle s'est dirigée vers le poêle, a vérifié une casserole qu'elle avait depuis longtemps éteinte, l'a remuée une fois avec une cuillère en bois, comme si l'acte lui-même l'aidait à penser. J'étais adossé au comptoir, les bras croisés, et pendant un instant, nous avons juste existé dans cet espace ensemble, tous les deux ne disant rien mais parlant pourtant des volumes. Puis elle s'est tournée vers moi, son regard familier aussi perçant qu'au dîner, et a hoché la tête vers le couloir arrière qui menait au salon. « Viens » a-t-elle dit, non pas comme une demande mais comme une affirmation d'inévitable. Alors je l'ai suivie dans le couloir, en passant par le parquet grinçant près de la salle de bain, dans la petite pièce lambrissée où elle gardait ses petits trésors depuis des décennies, vieux livres, photos délavées, bibelots des marchés opus qu'elle jurait être des antiquités, et l'odeur de cire à polir au citron et de lavande qui ne semblait jamais s'estomper. Elle s'est assise lentement dans son vieux fauteuil inclinable, m'a fait signe de prendre la chaise en face d'elle, et a plongé dans le tiroir de la table de chevet sans regarder. Sa main est sortie en tenant quelque chose enveloppé dans un morceau de tissu, vieux et usé, quelque chose qu'elle avait clairement gardé caché pendant longtemps. Elle l'a déroulé doucement, et voilà, la montre de grand-père. C'était une pièce simple, pas flashy ou chère, mais elle avait du poids. Pas seulement un poids physique, bien qu'elle soit solide dans la paume de votre main, plus lourde qu'il n'y paraît. Non, elle avait le poids de l'histoire, de l'attente, de tous les regards silencieux et des leçons non dites que grand-père avait l'habitude de nous donner quand il était encore là. Toute la famille avait supposé qu'elle irait à Ben. Bien sûr qu'il l'avait fait. L'aîné, l'homme d'action, celui qui faisait toujours du bruit au sujet de l'héritage, de l'honneur et de la continuation du nom de famille, comme si nous étions des membres de la royauté au lieu de gens de la classe moyenne de l'Indiana qui payaient leurs factures à temps et gardaient les décorations de Noël dans le grenier. Mais elle ne la lui a pas donnée. Elle me l'a donnée.
Je l'ai gardée précieusement pendant des années, a-t-elle dit, la plaçant dans ma main ouverte comme si elle transférait une responsabilité plus qu'une possession. Ton grand-père m'a dit de la donner à celui qui lui rappelait le plus lui-même. Pas le plus bruyant, pas le plus loué ou celui qui restait silencieux et continuait. J'ai regardé la montre, la façon dont le verre rayé captait la lumière, la façon dont le bracelet en cuir s'était moulé au poignet de grand-père et semblait maintenant prêt à prendre le mien. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais pas de questions au bon Dieu, j'en avais mille, mais parce que je savais que ce n'était pas un moment pour les questions. C'était un moment pour recevoir. Il a besoin d'attention, a-t-elle dit après un instant, les yeux ne me quittant pas. Il en a toujours eu besoin, depuis qu'il était enfant. Il n'est pas mauvais. Juste vide de manière qu'il ne comprend pas encore. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin d'applaudissements. Tu as juste eu besoin de temps. Quelque chose s'est coincé dans ma gorge. Pas un sanglot, pas une larme, juste quelque chose de lourd et d'inachevé qui était resté coincé là depuis que j'avais peut-être 10 ans, regardant mon frère recevoir des choses à bras ouverts pendant que moi je recevais des instructions et qu'on me disait de ne pas les laisser tomber. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti amer à ce sujet. Je me suis juste senti connu. La porte a grincé derrière nous, et nous nous sommes tous les deux retournés. Papa était là, silencieux comme toujours, tenant une tasse de café qui était probablement devenue froide. Ses yeux se sont posés sur la montre dans ma main, et pendant un instant, il n'y avait aucune expression du tout, juste le visage impassible qu'il portait toujours lorsque l'émotion essayait de faire une apparition. Mais ensuite, quelque chose a bougé, à peine un serrement autour des yeux, un ramollissement de la mâchoire. Pas d'approbation, exactement, pas de pardon, juste de la reconnaissance, de la compréhension, peut-être même un murmure de regret. Il n'a pas parlé, il a juste hoché la tête une fois et s'est détourné, c'est pas résonnant dans le couloir avec le poids d'un homme qui souhaitait peut-être avoir vu les choses un peu plus tôt. Peut-être souhaitait-il avoir posé des questions différentes, regardé dans des directions différentes. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était juste moi qui projetais. Quoi qu'il en soit, le silence qu'il a laissé derrière lui en disait plus que les mots n'auraient pu le faire. J'ai regardé grand-mère à nouveau. Elle le regardait disparaître, puis s'est retournée vers moi, les yeux brillant légèrement de quelque chose de non dit. Certaines choses ne peuvent pas être achetées, a-t-elle dit, lentement et avec certitude. Mais certaines personnes, oh, elles sont à vendre, d'accord. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, a fermé les yeux et a expiré comme une femme qui venait de terminer le dernier chapitre d'une histoire qu'elle seule avait vraiment comprise. Et je suis resté assis là avec cette montre dans la main, ressentant le poids de chaque instant qui avait mené à celui-ci. Pas en colère, pas triomphant, juste immobile. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Les lundis matins dans le monde de la technologie sont généralement un mélange de chaos et de caféine. Des emails non lus criant de chaque onglet, des messages Slack s'accumulant plus vite que vos pensées ne peuvent s'organiser, et des invitations au calendrier qui ressemblent plus à des menottes qu'à des rappels. Mais ce lundi n'était pas chaotique. Ce n'était pas bruyant. C'était immobile, silencieux d'une manière qui semblait orchestrée, comme le moment qui précède le début d'un quatuor à cordes dans un théâtre silencieux. Lorsque je suis entré au bureau, il n'y avait aucune tension dans l'air, aucune rumeur chuchotée dans la salle de repos, aucun mouvement soudain, juste un étrange calme, comme si le bâtiment lui-même savait que quelque chose avait été enlevé et s'adaptait au nouveau poids. Le nom de Ben avait disparu du système à 9h30. Pas de note interne, pas de réunion générale, pas de platitude du genre « nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle aventure » enveloppée dans un langage corporatif vide juste disparu. Son profil effacé de l'organigramme, son bureau déjà débarrassé, sa carte d'accès répertoriée comme désactivée dans le journal d'administration. C'était la démission la plus silencieuse que j'ai jamais vue. Et d'une certaine manière, cela l'a fait paraître plus lourd que s'il était parti avec fracas, ou une crise de colère, ou un essai pompeux sur LinkedIn sur le fait de pivoter vers de nouvelles opportunités. Vers midi, ma boîte de réception a commencé à s'allumer. Pas du conseil d'administration, pas des investisseurs, mais des employés, actuels et anciens, qui avaient attendu ce moment comme les gens attendent que le temps change silencieusement, sans fin, avec ce genre d'espoir étrange que quelque chose pourrait enfin céder. Les messages n'étaient pas longs, et il n'avait pas besoin de l'être. Juste un flot constant de merci, ça a pris du temps, et c'était un cauchemar de travailler pour lui. Quelques-uns étaient plus personnels. Un ingénieur a dit que Ben avait pris le crédit de son travail 3 trimestres de suite. Un autre a décrit avoir été crié dessus lors d'un appel Zoom pour avoir posé des questions sur les délais du projet.
Une femme des RH a écrit qu'elle avait déjà signalé son comportement au supérieur et qu'on lui avait dit de documenter plus attentivement la prochaine fois, comme si sa toxicité avait besoin d'une feuille de calcul avant de pouvoir être reconnue. J'ai lu chacun d'eux, chaque mot, et pour chaque ligne que j'ai scannée, chaque petite gratitude tapée en pixels, j'ai senti quelque chose d'étrange et d'inconnu commencer à bouger en moi. Pas de fierté, pas de vengeance. C'était plus silencieux que ça. Une sorte de responsabilité, peut-être le poids de savoir que lorsque vous éliminez enfin un tyran, il reste encore les dégâts qu'il laisse derrière lui, et il devient votre travail de reconstruire. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un nom auquel je ne m'attendais pas à voir, maman. Elle n'appelait jamais pendant les heures de travail à moins que ce ne soit urgent ou émotionnel, généralement les deux. Je l'ai laissé sonner un instant, regardant l'écran, me demandant si elle savait comment elle savait, et ce qu'elle voulait dire qui ne pouvait pas attendre la prochaine réunion de famille où elle pourrait aplanir les fissures en personne avec des casseroles et des sourires nerveux. J'ai répondu au 4e coup de téléphone. Elle pleurait déjà. Pas de sanglots, pas d'hystérie, juste ce genre de pleurs doux et haletants où chaque mot semble traverser une tempête. Elle a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit, a demandé depuis combien de temps je le savais, a demandé ce qu'il était arrivé au petit garçon qui jouait avec des Legos sur le sol du salon, qui construisait des châteaux, des robots et des tours en plastique, des rêves et de la rivalité fraternelle. Pourquoi ne pas avoir dit quelque chose plus tôt, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Et la réponse est venue si facilement que je n'ai même pas fait de pause. Parce que je voulais un frère, ai-je dit, pas un rival. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste respiré. Elle a juste laissé le silence porter toutes les choses que nous ne pouvions pas nommer. Je pense qu'au fond, elle le savait pas au sujet de l'entreprise, de l'accord ou du changement de pouvoir, mais au sujet de la fracture, de la longue et lente dérive entre nous qui avait commencé il y a des années et qui ne s'était élargie qu'avec chaque mot non dit et chaque léger reproche non reconnu. Elle le savait, et c'est peut-être pourquoi elle a pleuré non pas parce que j'avais agi, mais parce que j'avais attendu si longtemps avant d'arrêter de faire semblant que tout allait bien. Après la fin de l'appel, je me suis assis seul dans mon bureau, les lumières tamisées, la porte fermée, le genre d'immobilité qui ne s'installe que après les retombées émotionnelles. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les mains jointes sous mon menton, ne pensant pas à ce qui allait suivre pour l'entreprise, le personnel ou les réunions budgétaires à l'horizon. Je pensais à Ben. Pas l'exécutif, pas le grand Bush, mais le garçon aux genoux écorchés et au sourire tordu qui riait trop fort et lançait des balles de baseball trop fort. Et je me suis demandé s'il me pardonnerait un jour, ou s'il se pardonnerait un jour. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, le ciel glissait déjà dans le crépuscule, ce beau moment intermédiaire où le jour essaie de tenir un peu plus longtemps, même si la nuit insiste pour qu'il soit temps de lâcher prise. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai desserré mon col et j'ai laissé tomber mon sac près de la porte. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une enveloppe. Elle était lourde pas physiquement, mais d'une manière qui semblait ancienne et qui attendait. Pas de nom sur le devant, pas d'adresse de retour, juste un mot de l'écriture de papa, net, familier et indubitable, Ethan. Je l'ai regardé pendant beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu, les bords doux sous mes doigts, le papier épais et plié avec soin. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur parce que le fait de ne pas le savoir contenait encore des possibilités, des mots d'excuse, des mots de colère, une dernière déclaration d'un homme qui n'avait jamais été très doué avec les mots en premier lieu. Alors je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, non ouverte. Et pour l'instant, c'était suffisant. Action de grâce est arrivé comme il le fait toujours, juste assez froid pour rendre votre souffle visible le matin, et juste assez sentimental pour forcer les familles à revenir sous un même toit qu'elles soient prêtes ou non. Les feuilles étaient pour la plupart parties, éparpillées sur la pelouse comme des promesses oubliées, et la maison semblait plus petite que je ne m'en souvenais. Peut-être parce qu'il y avait moins de voix qui la remplissaient. Ou peut-être parce que le silence a tendance à faire paraître les murs plus proches. Quoi qu'il en soit, l'air était différent cette fois-ci, non seulement à cause de la saison, mais aussi à cause de l'absence qui était assise à la table comme un fantôme sur une chaise pliante. Ben n'était pas là. Son nom n'a pas été mentionné ou pas directement, pas d'une manière qui ouvrait la porte à une vraie conversation, mais il était partout dans les lacunes, le siège vide, la place vide que maman a quand même dressée, comme si la mémoire musculaire avait surpassé le bon sens, la façon dont papa continuait à la regarder sans se rendre compte qu'il le faisait. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était plutôt comme du deuil, mais sans la clarté de la mort pour donner un sens à cela.
Un deuil lent pour quelque chose qui s'était fissuré mais qui ne s'était jamais tout à fait brisé ou encore assez tranchant pour saigner, mais pas assez cassé pour être enterré. Maman était distante, flottant dans les mouvements comme quelqu'un coincé entre des traditions qu'elle ne voulait pas perdre et une réalité qu'elle ne savait pas comment accepter. Elle souriait quand elle le devait, remplissait les verres trop souvent, et demandait à tout le monde s'ils avaient assez chaud, comme si c'était une question qui pourrait arranger quelque chose si elle était posée juste une fois de plus. Je l'ai surprise à me regarder plus d'une fois, non pas avec du blâme, mais avec ce regard doux et scrutateur que seules les mères ont, celui qui scannait votre visage comme s'il pouvait révéler l'enfant qu'elle connaissait autrefois, enterré sous tout ce que vous étiez devenu. Papa m'a fait un signe de tête quand je suis entré. C'était tout. Un signe de tête, un geste si petit et si retenu qu'il aurait pu passer inaperçu si je n'avais pas attendu quelque chose de plus. Il ne m'a pas parlé directement avant que je n'ai terminé ma deuxième portion de purée de pommes de terre. Et même alors, ce n'était qu'une remarque sur le temps, lancée comme un appât, comme un homme qui voulait se connecter mais qui ne savait plus comment attacher l'hameçon. Je lui ai rendu ce que j'ai pu, des bavardages, une reconnaissance polie, rien de trop lourd, et cela semblait suffire. Ou peut-être pas. Peut-être que nous faisions tous les deux semblant. Grand-mère était là, bien sûr, dans sa chaise habituelle près de la fenêtre, regardant le vent jouer avec les arbres et les enfants du voisinage lancer des ballons de football entre les allées. Elle semblait plus petite qu'à Pâques, comme si le temps avait enfin commencé à lui taper sur l'épaule. Mais ses yeux étaient toujours perçants, toujours vigilants, toujours cataloguant tout de cette manière silencieuse et consciente qu'elle avait. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a souri. Pas grand, pas suffisant, juste la douce satisfaction de quelqu'un qui avait vu une longue partie enfin se terminer comme elle l'avait prévu. Elle n'a pas beaucoup parlé tout le dîner, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Sa présence en disait assez. Après que la vaisselle ait été débarrassée et que le bourdonnement de la cuisine se soit estompé dans le bruit de fond, je me suis glissé dans le salon, la vieille pièce lambrissée qui sentait toujours son parfum, la poussière et les vieux livres. Je me suis assis à son bureau, au même endroit où j'étais assis des mois plus tôt lorsqu'elle m'a donné la montre de grand-père. Et cette fois, j'ai sorti l'enveloppe qui avait attendu patiemment dans le tiroir de mon bureau depuis que papa me l'avait laissée. Je ne l'avais pas ouverte. Non pas parce que j'avais peur, exactement, mais parce que les choses non ouvertes contiennent encore du potentiel. Elles peuvent être n'importe quoi jusqu'à ce qu'elles soient définies, espoir, regret, louange, déception. Jusqu'à ce que vous lisiez les mots, tout cela vit dans les limbes. Mais ce soir-là, avec la maison qui ronronnait doucement autour de moi et le poids d'une famille à moitié guérie qui pressait contre les fenêtres comme de l'air froid, je l'ai ouverte. Il n'y avait qu'une seule ligne, tu as toujours été assez bien. Je ne savais juste pas comment le dire. Je l'ai lu une fois, puis deux fois, puis encore, et ensuite je me suis redressé sur ma chaise, les larmes me piquant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années ou pas depuis que j'étais enfant et que je m'étais écorché le genou si fort que le sang s'était infiltré dans ma chaussette. Les larmes sont venues lentement, pas dramatiquement, pas de manière théâtrale, juste vraiment. Le genre de pleurs qui s'échappe de vous lorsque vous avez trop retenu pendant trop longtemps et que finalement quelque chose se fissure de la bonne manière. Je n'étais plus en colère. Pas contre lui. Pas contre Ben. Pas contre les années que j'avais passées à courir après une version du succès dont je pensais avoir besoin pour prouver quelque chose. Parce que peut-être que j'avais eu besoin de le prouver. Peut-être que c'est ce qu'il a fallu pour réaliser que je n'en avais pas besoin. Plus tard, lorsque je me suis rejoint aux autres, la maison était plus sombre, plus silencieuse, pleine d'odeurs résiduelles, de vin à moitié bu et de rire à moitié entendu. J'ai regardé maman faire un câlin d'adieu à ma cousine comme si elle pouvait se briser si elle lâchait prise trop vite. J'ai vu papa s'attarder près de la porte comme un homme qui n'était pas sûr de devoir en dire plus, puis décider du contraire. Grand-mère m'a regardé une dernière fois avant que je ne parte et a simplement dit « Bien. Maintenant, continue ». En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai réalisé que le véritable héritage n'était pas la montre, ni la lettre, ni le signe de tête de mon père. C'était la connaissance que j'avais survécu à l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi, et que je l'avais réécrite sans la permission de personne. Peut-être que j'ai gagné. Ou peut-être que j'ai perdu quelque chose de plus grand en essayant de prouver que je n'avais pas besoin de le faire. Mais une chose est sûre, certains dîners changent tout. Et certains silences en disent plus que les applaudissements ne pourraient jamais le faire. Alors, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous dit quelque chose à ce dîner, ou l'auriez-vous simplement laissé croire au mensonge?